8 minutes, j'ai une dizaine de questions. Donc j'essaie de vous répondre synthétiquement et précisément. Madame Lagarde, merci tout d'abord de nous recevoir à Bercy. Les causes de la crise, c'est trop de dettes et des taux d'intérêt bas. On répond à cette crise en augmentant les dettes et en abaissant encore les taux d'intérêt. Vous ne trouvez pas cela étrange? L'analyse de la crise que vous faites est un peu parcellaire. Hein. C'est trop de beaucoup de choses. C'est trop de liquidités, des taux d'intérêt trop bas, des déséquilibres macroéconomiques entre un pays comme la Chine qui épargne beaucoup, un pays comme les États-Unis qui consomme énormément, et des déséquilibres entre les deux. C'est un excès de sophistication dans les instruments financiers, qui sont devenus tellement compliqués que les investisseurs eux-mêmes ne savent plus très bien ce qu'ils sont en train d'acheter, ni où sont localisés les risques. C'est un excès de rémunération et des systèmes de bonus totalement inappropriés et accélérateurs de crise. Ce sont des méthodes, des règles prudentielles applicables aux banques et des règles comptables qui accélèrent le phénomène de crise. C'est tout ça, hein, la crise financière dans laquelle on est. Alors, on répond de la manière la plus efficace possible et avec les acteurs qui sont crédibles sur le marché. Aujourd'hui, qui est crédible sur le marché? Quelles signatures sont reconnues? Ce sont les signatures des États. La politique monétaire qui a été adoptée consistant à baisser les taux d'intérêt, cette politique-là était indispensable pour ramener de la liquidité sur un marché qui s'était complètement contracté, où il y avait tout simplement plus d'argent qui circulait entre les banques. Le G20 a suscité des espoirs assez grands concernant la réforme du système financier international. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le G20 à Londres a donné beaucoup d'espérance, parce que tous les chefs d'État et de gouvernement de 85% du produit intérieur brut mondial, pour faire simple, se sont mis d'accord sur un principe: pas de produit, pas d'acteur, pas de territoire qui ne soit soumis à supervision ou régulation. Et on a décliné, avec une initiative française très forte, les domaines dans lesquels ce principe devait s'appliquer. Sur les paradis fiscaux, ça a été un des combats difficiles du G20, dont on a obtenu finalement un peu à l'arraché que les paradis fiscaux soient classés en 3 listes. La liste noire, des pays qui refusaient de coopérer, c'est-à-dire d'échanger des informations. Deuxièmement, la liste grise, de ceux qui en acceptaient le principe mais n'avaient pas encore mis en place les modalités, et puis la liste des pays qui n'ont pas de secret bancaire et qui échangent de l'information. Aujourd'hui, on a quoi comme résultat? Il n'y a plus de liste noire. Tous les pays qui se trouvaient sur liste noire ont déclaré leur intention de se conformer à l'obligation d'échange d'informations. Et puis dans les pays qui étaient en liste grise, on a des pays comme par exemple le Luxembourg ou la Belgique, je l'espère demain la Suisse et le Liechtenstein, pour parler de ceux qui sont à proximité de chez nous, qui ont décidé de se mettre en règle. Sur toutes ces questions financières, le consensus européen n'est pas total. Quel est le rôle joué par l'axe Berlin-Paris? Tous les Européens ne sont pas d'accord sur tout au même moment. Et tout le travail des Européens convaincus de ce que c'est au niveau régional qu'on peut jouer un rôle, c'est d'arriver à convaincre les partenaires. Et dans ce domaine-là, l'axe franco-allemand fonctionne bien pour tenir bon et ferme sur ces questions de paradis fiscaux, d'agences de notation, de fonds spéculatifs et de supervision européenne. Alors, ce n'est pas tout à fait étonnant qu'on ne soit pas tous toujours d'accord, parce qu'il y a d'abord les pays de la zone euro, et puis il y a ceux qui sont hors zone euro, en particulier la Grande-Bretagne, qui est directement concernée puisqu'elle a traditionnellement fonctionné comme un centre de l'industrie des services financiers, et qu'elle se trouve hors zone euro. Donc le travail, ça consiste à trouver des terrains d'entente, et puis parfois à aller chercher le compromis. On sait que la dette d'aujourd'hui représente les impôts de demain. Est-ce que le gouvernement français est soucieux actuellement de réduire son déficit budgétaire? Vous savez, quand la maison brûle, on ne regarde pas la facture d'eau. Donc aujourd'hui,
On est engagé à la demande de la Commission européenne, à la demande du Fonds monétaire international, et parce que tous les économistes savent que c'est ce qu'on doit faire en ce moment, on est engagé dans un plan de relance massif. Plan de relance massif, ça ne se finance pas de multiples façons. Ça se finance par de la dette aujourd'hui. La déprime sociale est en train de s'installer en France et ailleurs aussi, à mesure que le chômage augmente. Quelle est la direction, Madame Lagarde, de la sortie de la crise? La lutte contre le chômage et le combat pour l'emploi nous occupent au quotidien. Et moi, c'est vraiment mon obsession aujourd'hui parce que on a une crise en 3 étapes: l'étape financière, l'étape économique et l'étape sociale. Et l'étape sociale, c'est elle évidemment qui laisse le plus de traces, qui laisse le plus de marques et qui est la plus douloureuse pour nos concitoyens. Les entreprises touchées par la crise, elles envisagent actuellement des projets de licenciement. Elles ont commencé par réduire l'intérim, ne pas renouveler les CDD, ne pas faire d'heures supplémentaires, et ensuite elles envisagent éventuellement des restructurations qui comportent des licenciements. Ces licenciements-là, on continuera à les sentir, y compris lorsque la reprise économique sera engagée. Parce qu'il y a toujours un délai entre la décision prise et la décision effective sur le terrain. General Motors, qui est un des symboles du secteur industriel américain, s'est mis sous la protection de la loi américaine sur les faillites. On dit que c'est la fin d'une époque. C'est la fin de quelle époque, Madame Lagarde, et comment voyez-vous la nouvelle époque qui va venir en ce qui concerne bien sûr le secteur automobile et plus généralement le secteur industriel? Ce qui me paraît caractéristique d'une nouvelle époque, c'est pas tellement qu'un grand constructeur se mette en chapitre 11, qui est un peu l'équivalent d'une déclaration de cessation de paiement avec une suspension provisoire des poursuites, qui permet quand même l'activité, mais qui gèle les créances. C'était déjà arrivé à United Airlines, c'était arrivé au secteur aéronautique dans son ensemble. Ce qui me paraît en revanche beaucoup plus symptomatique d'une nouvelle époque, c'est le rôle joué par le gouvernement américain, qui n'hésite pas, aux côtés des Canadiens, à venir, en quelque sorte, et de fait, nationaliser un géant de l'industrie automobile américaine, en se donnant 90 jours pour reconstruire, réorganiser, un petit peu comme on le fait dans le cadre de notre droit de la faillite. Ça, c'est tout à fait inhabituel. Le rôle joué, l'interventionnisme du gouvernement américain, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Merci beaucoup, Madame Lagarde. Je vous en prie.